Bonjour, c'est Sandrine Donzel de S comme C. Il est 9h32, on est le mercredi 9 janvier et on est reparti pour une nouvelle année du SOS S comme C. Avant de vous rappeler ce que c'est que le SOS S comme C, je voulais quand même vous souhaiter une belle année à tous et à toutes, pleine de bonnes choses, les meilleures qui puissent vous arriver pour cette nouvelle année. Et puis, je vous rappelle le principe du SOS S comme C. Alors, qu'est-ce que c'est le SOS S comme C? Vous m'avez envoyé des questions, j'ai mis les petits numéros sur les petits papiers. Je vais tirer au sort une question et je vais y répondre en 10-15 minutes. Vous pouvez évidemment interagir pendant ce live, me poser des questions complémentaires sur la thématique qui sera abordée. Ah, je vois que vous arrivez et le son doit être bon puisque Sabri me dit bonne année. Bonne année à vous aussi, Sabri. Bon, bah super puisque vous commencez à arriver. Alors j'en profite moi pour vous dire que cette nouvelle année commence hyper bien pour la raison suivante. Vous voyez que j'ai ici des cahiers de travail pour l'atelier Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour qu'ils parlent. C'est la dernière fournée, les tout derniers inscrits là de ces derniers jours. Donc on est, je crois, 17, 16 ou 17 participants. Donc ça va être super. Il y a encore des places, mais il faut vite vous inscrire avant la fin du live parce que je pars à la poste tout de suite après en courant. Bon, bref. J'espère que vous aussi, comme moi, vous avez votre café et que vous êtes prêts et prêtes pour le tirage au sort pour savoir à quelles questions on va répondre aujourd'hui. Je reprends la liste des questions que j'ai mises sur mon téléphone et puis je fais le tirage au sort. Alors, j'ai mon petit saladier habituel qui n'est pas là parce que les pois chiches pour les falafels de midi sont en train de tremper dedans. Donc, j'ai pris un bol. Bref, on s'en fout de ma vie perso. Je tire un petit numéro. Qu'est-ce que j'ai attrapé? J'ai attrapé le numéro 5. Alors, tiens, c'est bizarre, il me semble que je tire souvent le numéro 5, mais c'est pas grave. Alors, je vais sur mon téléphone et je vais chercher la question numéro 5. Où est-elle? Où est-elle la question numéro 5? Il faut que je la retrouve. La voici. C'est parti. Alors, la question numéro 5 concerne l'alimentation. Tiens, génial. Alors, des enfants. Donc, ici, c'est une maman qui me dit qu'elle a un petit garçon d'à peu près 6 ans qui a commencé à ne plus vouloir consommer d'aliments variés, autres que pâtes, jambon, patates sautées, riz et autres céréales, vers l'âge de 2-3 ans. Nous ne l'avons pas forcé, partant du principe que son passage par la cantine scolaire accompagnerait nos efforts dans son exposition à la diversité alimentaire. Depuis 3 ans, de la petite section au CP, donc, il va à la cantine mais n'y mange rien. À peine un bout de pain, si celui-ci n'est pas assez dur, et surtout pas un yaourt aux fruits qui aurait des morceaux. Il a quand même accepté de manger du riz ou des pâtes si ceux-ci ne sont pas mélangés au reste. Bref, aucune évolution positive à l'école comme à la maison, malgré des tentatives de notre côté, surtout de la part de son père, car j'avoue que je ne fais pas complètement face. Si en maternelle, personne du corps enseignant ne s'en est trop ému, en CP, c'est fort heureusement le contraire. Ainsi, depuis le 1er janvier, le médecin scolaire a accepté que l'on mette en place pour lui un PAI. Donc c'est un plan spécialement adapté pour les enfants, notamment quand il y a des allergies alimentaires ou des problématiques alimentaires. Donc un PAI nous permettant de lui fournir de temps en temps une gamelle et ainsi de se nourrir. Alors j'interromps la question, c'est vrai que c'est important parce que un enfant doit se nourrir. Je vais reparler de ça après. Alors, je vous passe les chutes dans la cour, les échanges avec pédiatre, directeur, responsable de cantine. L'important est que cela soit mis en place. Quoi qu'il en soit, le problème de la néophobie alimentaire de Dimitri reste entier. Les avis pour y travailler sont pléthores et pas toujours cohérents. Ne rien faire et attendre, ça viendra. Oui, j'en suis certaine, mais bon. Alors, non, ça viendra pas forcément. Et je vais expliquer pourquoi. Faut-il vraiment s'y résoudre? Son père est, je l'analyse ainsi, très inquiet, très impatient, très volontariste pour qu'il se diversifie. Alors, on est d'accord que la diversité alimentaire, c'est le meilleur moyen d'avoir tous les nutriments nécessaires. Donc, oui, c'est important d'avoir quand même une alimentation variée. C'est plus difficile d'être en bonne santé si on a une alimentation plus monotone. Et en plus, si on a une alimentation monotone, en fait, on consomme moins de calories, donc on prend moins de poids, ce qui, pour un enfant en plein développement, est potentiellement problématique. Alors, je continue. Donc, ça a pour effet quelques bonnes disputes entre Dimitri, son père,
et moi, et mon conjoint évidemment, nous ne sommes pas toujours d'accord sur quoi faire, et j'ai pour principe de ne soutenir que ce que j'approuve. Alors l'autre option, c'est l'emmener voir un psy. J'avoue que j'en ai pas du tout envie pour les raisons suivantes. Va-t-il vouloir parler avec un psy? Il refuse d'en parler avec nous quand on se dispute avec lui suite à une exposition de nouveaux aliments. Quel psy? Bon, c'est horriblement compliqué. Travailler avec lui une forme d'exposition aux aliments dont il a peur. Le pédiatre leur a dit qu'il fallait donner comme à son frère et que peut-être il viendrait. Bon, alors je lis pas plus la question parce qu'elle est très longue et très détaillée, mais c'est super parce que ça me donne plein d'informations. Je vais profiter de cette question pour faire un petit topo sur justement la diversification alimentaire, comment le goût vient aux enfants. À ce sujet, il y a 2 livres qui sont intéressants. Le premier, c'est La naissance du goût de Nathalie Rigal, me semble-t-il. Alors, il commence à dater un petit peu, mais il est quand même intéressant pour comprendre comment se construit le goût chez les enfants. Le deuxième, c'est Mon enfant ne mange pas, de Carlos González. J'avais écrit un article à ce sujet sur le blog il y a quelques années. Je le remettrai en lien de la vidéo après ça. Alors, effectivement, le goût, il se développe déjà in utero, au travers de ce que l'enfant reçoit, ce que la mère mange va influer sur ce que l'enfant reçoit. Il y a des goûts qui peuvent passer, alors pas des goûts au sens dans la bouche, mais il y a quand même des choses qui peuvent passer. Et puis après, un enfant, par exemple, allaité, va aussi avoir au travers du lait maternel une diversité de goûts et l'exposition à cette diversité, en fonction de ce que mange sa mère, l'exposition à cette diversité va commencer à le sensibiliser à des variétés de goûts alimentaires. Ensuite, il y a la diversification. Alors, je ne vais pas parler en détail de la diversification, mais là, c'est important de respecter le fait que l'enfant soit prêt, commence à s'intéresser à la nourriture. Si on diversifie trop tôt un enfant qui ne s'intéresse pas du tout à la nourriture solide, ça peut potentiellement être problématique. À ce stade, au niveau de l'allaitement maternel, et y compris au biberon, au niveau de la diversification, on peut déjà repérer éventuellement des troubles de l'oralité. Alors j'en parle, j'en reparle et j'en reparle parce que très souvent on dit c'est une néophobie, l'enfant a peur, etc. Il peut arriver aussi que l'enfant ait ce qu'on appelle un trouble de l'oralité. Qu'est-ce que c'est un trouble de l'oralité? C'est pas un truc qui est dans la tête, c'est un truc qui est dans la bouche, d'accord? Très souvent, qu'est-ce qu'on va détecter par exemple? C'est des enfants qui vont avoir du mal à prendre le sein ou même le biberon, qui vont avoir du mal à coordonner la déglutition et la respiration comme le font naturellement, spontanément la plupart des nourrissons. Ce sont des enfants qui vont avoir du mal à mâcher, qui vont peut-être baver beaucoup. Alors, ils n'ont pas tous les symptômes. Mais par exemple, vous savez, le phénomène du hamster, là, ils mettent tout dans les joues et ils avalent pas. Ça peut venir d'un mauvais positionnement de la langue, des freins de langue ou de lèvres trop courts. Ça peut venir de tout un tas de choses et ça se rééduque. Et c'est important parce qu'un enfant qui a un trouble de l'oralité, c'est-à-dire qui a du mal à manger tout simplement, c'est pas dans sa tête, hein, c'est vraiment physiquement, il n'arrive pas à mâcher, à avaler. Si ce trouble persiste, alors d'une part évidemment ça a un lien sur son alimentation, donc il va s'alimenter moins bien, comme ici le petit garçon dont on parle dans la question, il se développe potentiellement un peu moins bien sur le plan physique que d'autres enfants. Et si ce trouble n'est pas rééduqué, mais il ne pourra pas le surmonter tout seul. Je veux dire, voilà, c'est comme ça. Si vous avez un bras qui est un peu paralysé, gêné, si vous n'apprenez pas à le remuscler, à le positionner correctement, ça va pas vous tomber du ciel. Donc peut-être là, dans la question, on ne me parle pas de difficultés de cet ordre-là, mais c'est quand même important de se poser la question. Est-ce que cet enfant a du mal à mâcher? Est-ce qu'il a eu des difficultés pour prendre ses biberons? Est-ce qu'il a un point nauséeux trop avancé, trop retardé? Il y a des orthophonistes qui connaissent bien ce sujet. Toutes les orthophonistes ne sont pas formés, mais il y a des orthophonistes qui connaissent bien ce sujet. Donc, il ne faut pas laisser passer parce qu'un enfant qui a un trouble de l'oralité ne mangera pas bien tout seul. Et ça a un impact sur le développement de sa mâchoire, sur le développement osseux, sur tout son développement. Donc ça vaut le coup de se poser cette question-là avant de penser que c'est un problème psy. Premier point.
Et là, il y a vraiment une rééducation physique, parfois d'apprendre à positionner sa langue différemment. Je vous mettrai aussi en lien dans la description de la vidéo le site Oralité alimentaire, donc que j'ai découvert grâce à une amie à moi qui est orthophoniste, qui m'a dit tu devrais aller voir ce site, voilà, il est vraiment super sur ce sujet de l'oralité alimentaire. Il y a effectivement plein de conseils, donc allez-y voir, vous pourrez trouver des choses que vous pouvez faire à la maison. Et alors du coup, moi, ce que je vais vous dire autour des difficultés telles que celle-ci, même si on n'est pas dans un trouble autour de l'oralité alimentaire, si on est dans de la néophobie, la crainte de certains aliments, ça va quand même se rejoindre. Premièrement, on ne force pas un enfant à manger. S'il a un trouble de l'oralité, de toute façon, il ne peut pas. Donc, vous le mettez en difficulté. Si c'est un problème de néophobie, et je vais définir ce que c'est que néophobie, si c'est un problème de néophobie, c'est pareil, il ne peut pas, c'est plus fort que lui. Alors, qu'est-ce que c'est la néophobie? C'est une phase tout à fait naturelle qui se produit justement comme là, autour de 2-3 ans, où les enfants commencent spontanément à avoir un peu peur, en tout cas à ne pas apprécier les aliments trop nouveaux. D'accord? Alors, par nouveau, je peux entendre un aliment qu'on n'a pas mangé depuis longtemps, un aliment qu'on n'a pas l'habitude de manger, un aliment qui est présenté différemment, ce qui peut expliquer qu'il peut y avoir des variations dans cette néophobie. C'est une phase qui est naturelle, sur laquelle, en général, il n'y a pas d'inquiétude particulière et qui dure grosso modo à partir de 2 ans et jusqu'à 5-6 ans. D'accord? Et ça veut dire que dans cette phase-là, il ne faut pas trop insister pour forcer un enfant à goûter. Il faut lui proposer l'aliment, il faut lui proposer d'éventuellement le toucher, pas forcément, il n'est pas obligé de le manger, mais peut-être il peut le toucher par exemple, le porter à sa bouche mais sans le manger, le lécher mais sans le manger, enfin voilà, on peut y aller progressivement dans l'exposition pour dépasser cette néophobie, mais jamais forcer à manger, à avaler, qui là peut être très traumatisant. Ça veut dire aussi que du coup, cette période de 2-3 ans, c'est pas forcément, enfin de 2-3 ans à 5-6 ans, c'est pas forcément la meilleure période pour forcer les enfants à goûter quelque chose. Pour leur présenter de nouveaux aliments, oui. Pour les inciter à s'y intéresser, oui. Pour les forcer à goûter, moyennement. Après, on passe dans une autre phase, autour de 6-7 ans, où là, ils sont intéressés à comprendre comment. Et là, vous pouvez mieux les intéresser à de nouveaux aliments, à la diversité alimentaire, en leur donnant des explications, des informations, en les faisant participer à la cuisine, en les faisant participer au jardin, à la préparation, enfin voilà, tout ça, ça peut les inciter à mieux manger. Il n'en reste pas moins que la motivation. Si ce petit garçon-là, il est vraiment traumatisé, et c'est possible qu'il s'énerve quand on lui en parle, tout simplement parce que il a honte ou parce qu'il ne voit pas très bien comment il va s'en sortir, peut-être qu'il va falloir donner un petit coup de pouce à sa motivation. Et là, on va retrouver un article que j'avais écrit sur la motivation, là aussi il y a quelques semaines. Je vous le mettrai en lien dans la description de la vidéo. On va faire du renforcement. Alors, de l'exposition progressive et du renforcement. Le renforcement, en quoi ça consiste? Ça consiste tout simplement à récompenser l'enfant chaque fois qu'il va oser aller au-delà. Donc ça peut, c'est-à-dire, par exemple, certains enfants ont tellement peur de certains aliments que, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne supportent même pas que l'aliment soit posé sur la table, par exemple. Ils peuvent pas. Donc, si on en est là, on va inciter l'enfant, on va lui dire, écoute, je vais poser l'aliment sur la table et si tu réussis à surmonter 3, 4, 5 secondes, 1 minute, bim, soit on coche une case, soit on a tout de suite une récompense. Alors, vous allez me dire, c'est du conditionnement. Et en même temps, c'est comme ça qu'on va surmonter cette peur-là. Donc, il va avoir ça, ok, quand c'est trop, tu me dis, si c'est hop, et puis le lendemain ou un peu plus tard, on recommence et on fait une exposition progressive. C'est un deal qu'on passe avec l'enfant. Lui dit, écoute, moi, je ne peux pas accepter que tu mettes ta santé en danger. Donc, voilà ce que je te propose. Est-ce que tu es OK pour faire ça? Donc, on va quand même lui proposer ce marché. Là, il est dans un âge où il peut comprendre qu'il y a des inquiétudes pour sa santé et que c'est important pour lui de surmonter cette difficulté-là et qu'en tant que parent, notre responsabilité est de faire quelque chose. Alors évidemment, c'est plus difficile de le faire à l'école. Et je comprends que ce qui a été mis en place à l'école, c'est simplement pour qu'il se nourrisse, pour qu'il ait une ration calorique qui lui permette quand même
de survivre à sa journée à l'école. Donc ça, on peut le laisser et puis ne faire du renforcement que à la maison. Voilà, c'est déjà une première tentative. Peut-être qu'on peut mettre des choses en place à la cantine, mais voilà, ça suppose que l'équipe d'ATSEM ou de personnel de cantine rentre dans cette démarche qui peut être parfois un peu difficile à expliquer, mais si on le fait déjà à la maison, ça donne déjà un premier pas. J'ai dit pas mal de choses, donc j'attends de voir si vous avez des questions, parce que je vois que vous êtes pas mal nombreux et nombreuses sur le sujet. En attendant de voir apparaître vos questions dans le fil des commentaires, je récapitule un peu ce que j'ai dit. Il y a une phase de néophobie qui est naturelle chez les enfants, qui commence vers 2 ans et qui va jusqu'à 6-7 ans, et qui peut perdurer si l'enfant n'a pas trouvé les ressources pour surmonter cette difficulté. Attention, le refus de certains aliments, notamment les morceaux, la difficulté à manger certains aliments, peut ne pas être uniquement une phobie, en tout cas une peur alimentaire, un stress alimentaire, mais le résultat d'un trouble de l'oralité, donc d'une difficulté à mâcher, à manger, à utiliser sa langue correctement, à déglutir. Et ça, il faut en chercher les signes. L'enfant va avaler tout rond, par exemple. Alors là, je pense que c'est pas le cas puisqu'il refuse de manger les morceaux. Mais et ça se rééduque. On fait un bilan avec une orthophoniste dûment formée et ça se rééduque. Et si on attend, ça va pas passer tout seul. Voilà. Donc, autour de l'alimentation, il y a quand même une démarche active à faire parce que le risque, c'est que, comme dans toutes les phobies, quand on a restreint la diversité, on a de plus en plus de mal à aller vers autre chose. Donc attention, il ne s'agit pas d'y aller en force et de traumatiser l'enfant avec ça parce que l'alimentation est un sujet complexe, mais d'y aller, c'est un âge où on peut y aller vraiment en douceur, tranquillement, leur proposer ça comme un jeu. On va faire un petit défi et il y a des choses à gagner. Parce que c'est ça qui va les aider à surmonter. Et une fois qu'ils auront expérimenté, qu'ils arrivent à manger, qu'ils peuvent surmonter la peur et que ça se passe bien, et ben, il y aura de moins en moins besoin de ces renforcements, de ces récompenses. Mais ça, je l'explique un peu dans l'article sur la motivation dont je vous parlais tout à l'heure. J'espère que ça a répondu à votre question. Il peut être nécessaire de se faire accompagner autour de cette démarche de renforcement. Alors, tous les psys ne sont pas formés à ce type d'approche. Ça va plutôt être des psys qui sont un peu sensibilisés au comportementalisme, qui vont vous aider autour de ça. Vous avez aussi des diététiciens, diététiciennes et professionnels de santé qui sont formés à ce type d'approche. Moi-même, j'anime des formations, je co-anime avec Florian Safer, qui est un diététicien qui a un centre de formation pour diététiciens et professionnels de santé. On a une formation d'ailleurs autour des problématiques familiales autour du poids des enfants qui se déroule au mois de janvier. Je n'ai plus la date, mais je pense que ça doit être complet. Enfin, en tout cas, je vous mettrai quand même les références. On en fait une tous les ans. Donc, si vous êtes professionnel de santé, n'hésitez pas à vous intéresser à ces formations. C'est quand même un très bon complément justement pour aider les familles autour de ces difficultés. Mais des diététiciens et diététiciennes formés pas seulement à la diététique, mais un peu à la psychologie, au comportement, peuvent vous aider à surmonter aussi ce type de difficultés. Je le dis parce que c'est quand même important, et puis aussi parfois des pédiatres, des médecins généralistes, mais encore une fois, ce qui est important pour moi, c'est que ce type de choses, l'enfant ne va pas forcément le surmonter seul. Et là, pour le coup, s'il arrive à 6, 7 ans, 8 ans et qu'il n'a pas encore surmonté cette difficulté seul, c'est qu'effectivement, il a besoin de quelque chose de plus actif. Je ne vois pas de questions. Alors, soit j'ai été hyper claire, soit ça ne vous intéressait pas du tout, mais votre retour m'intéresse quand même. Dans tous les cas, je vous re-souhaite une très belle année. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain SOS S comme C. Vous pouvez m'envoyer vos questions par 2 moyens, soit par mail, sandrine@sco2mc.fr, en précisant bien c'est une question pour le SOS S comme C, soit par message privé sur la page Facebook S comme C Sandrine Donzel. Je les collecte, je les numérote, je les tire au sort le mercredi matin. Si évidemment ces ressources vous intéressent, vous pouvez contribuer sur Tipeee.
Je vous mettrai aussi le lien, le Tipeee. Qu'est-ce que c'est? C'est un site de pourboire participatif qui permet de remercier les producteurs de contenu gratuit sur Internet en donnant 1 euro, 2 euros, 5 euros, 10 euros, tout ce que vous voulez. Donc l'adresse sera dans la description de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt sur la page, sur le blog. Il y a des ressources complémentaires sur le blog aussi pour cette thématique. Il y a des articles, je les mettrai en lien dans la description de la vidéo, là aussi. Merci, bonne journée à tous et à toutes et à très bientôt sur la page, sur Instagram, sur le blog et de partout.